Bienvenue sur Horat, l'émission féministe hebdomadaire de M24. Une émission où, vous le savez maintenant, on parle de conditions des femmes au Maroc, d'égalité avec les hommes, d'émancipation, de liberté, de droits, de code de la famille. Mais pas seulement. Cette émission s'intéresse aussi à la créativité, à la recherche, à l'innovation et à toute forme d'expression artistique qui sont les ingrédients nécessaires d'une vraie modernité qui, rappelons-le, est une tradition qui a évolué. Aujourd'hui, nous allons parler de cinéma et d'engagement et de leur rôle indispensable dans l'éducation et l'évolution des mentalités et dans la transmission des valeurs comme l'égalité et le respect entre les genres. Je reçois pour en parler Athmane Nasseri, réalisateur. Il a produit, écrit et réalisé de nombreuses publicités, de nombreux films, documentaires, des courts-métrages notamment, sélectionnés et primés dans de nombreux festivals internationaux. Athmane Nasseri, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de Horat. Merci de m'avoir invité, je suis honoré d'être ici. En tout cas, c'est un plaisir. Donc, Athmane, vous êtes, ma première question, vous êtes issu d'une famille de militants, d'intellectuels, d'hommes engagés, de femmes engagées, notamment dans la politique. Pourquoi avoir fait le choix, vous, du cinéma et pourquoi pas la politique ? Il y a des gens qui le font mieux que moi. Je pense qu'il y a des gens qui le font mieux que moi. Écoutez, très honnêtement, déjà, merci de m'avoir invité. Alors, effectivement, j'ai grandi dans une famille plutôt axée politique. Et ce que très peu de gens savent, c'est que ma mère était en politique avant mon père. Et en fait, je pense tellement vu mes parents la pratiquer, mon père notamment l'a pratiquer, que je me suis dit vaut mieux laisser ça à ceux qui le font bien. Et probablement j'ai dû avoir dans mon enfance, dans mon adolescence, j'ai dû être à l'affût de mes déclics émotionnels qui étaient plutôt d'ordre émotionnel que pragmatique. Je suis pas un homme pragmatique. Moi, je suis un homme d'émotion. Je suis pas un homme rationnel. Je suis un homme émotionnel et je pense que j'ai appris à écouter mon cœur et transmettre des messages par le biais de l'art, de la culture, du cinéma, de la musique, etc. était probablement ce que je pensais mieux réussir. La politique, c'est un milieu dur, c'est un milieu qui nécessite justement tout ça, du pragmatisme, des concessions. La politique nécessite de prendre parti de manière ferme, alors qu'en faisant de l'art, j'ai l'impression qu'on prend de la hauteur autrement, mais c'est probablement lié à mon caractère. On prend de la hauteur autrement. Et on essaie de s'extraire un petit peu de tout ça et de proposer aux spectateurs, à ceux qui vont consommer cet art-là, de voir, proposer à ces gens-là de le voir à travers un prisme différent. Et le cinéma alors, pourquoi ? Et le cinéma, en fait, qui consomme le cinéma, c'est tout le monde. D'ailleurs, on a tué le cinéma 50 fois. On l'a donné pour mort des dizaines et des milliers de fois. Finalement, il ne mourra jamais. Et je suis intimement convaincu qu'il ne mourra jamais. Alors, les gens voient le cinéma sans savoir. Au final, ils sont façonnés. Et c'est cette approche-là qui m'intéresse parce que, contrairement à la politique, dont les gens malheureusement se détournent souvent, le cinéma, on peut passer des messages. Et je trouve très courageux les hommes et les femmes politiques qui savent que leurs discours peuvent être inaudibles par moments. Je trouve ça extrêmement courageux de s'engager en politique. Mais c'est vrai que moi, dans le cinéma, je pense que ça touche beaucoup le grand public parce que les gens ne vont pas forcément pour être façonnés ou pour être endoctrinés. Ça reste un divertissement. Ça reste un divertissement, mais libre à nous de pouvoir justement y passer les messages qu'on veut. D'accord. Alors vous avez réalisé un certain nombre de courts-métrages comme 37 km Celsius en 2009, Sin Palabras en 2010 qui rend hommage à une femme rifène muette qui prend sous son aile un migrant subsaharien, La loi du silence aussi qui a été récompensée du prix de l'équité par le PNUD. Tout à fait. Et vous avez sorti votre long-métrage, le premier, Les hommes ne reviennent jamais en 2014. Alors pourquoi avoir choisi de commencer par des cours ? Est-ce que c'est une question de moyens ou est-ce que c'est un choix ou quoi ? Donc comment ça se passe cette prise de décision ? Alors, le court présente deux avantages. D'abord, le format est plus court, donc on peut se casser les dents et se relever moins douloureusement que sur un long. Financièrement, c'est ce qui arrive artistiquement et financièrement. C'est-à-dire que le poids supporté par nos épaules à l'instant T de la fabrication d'un court-métrage est effectivement infiniment plus léger que celui d'un long-métrage artistiquement et bien entendu financièrement. Donc c'est un très bon
c'est un très bon entraînement. Cela dit, rien n'empêche de revenir au court-métrage, qui est un format peut-être très difficile également, parce qu'on doit raconter des choses de manière concise. Après, les débouchés commerciaux d'un court-métrage sont moins importantes, mais après les festivals, etc., etc. Donc moi, je suis revenu au court après le long. Mais c'est surtout que c'est plus facile financièrement et logistiquement de démarrer. Les bailleurs de fonds vous font plus confiance lorsque vous avez fait quelques cours pour pouvoir financer un long par la suite. Oui, c'est un passage obligé en fait. Oui, j'ai l'impression. C'est très difficile de démarrer. Mais en même temps, le cours, c'est comme vous le dites si bien, parfois c'est difficile de faire court. Parce que si on a de la matière, voilà, si on a de la matière, couper, renoncer à des choses. Alors le renoncement est probablement l'un des exercices les plus difficiles pour un créateur, parce que on nous le dit souvent, des fois on finit un film et on appelle des gens, ou ça peut être le producteur, un collègue ou même un ami qui te dit les images. En fait, c'est des fois l'attachement à des images sur lesquelles on a mis énormément d'énergie s'avère parfois être un exercice particulièrement délicat, mais nécessaire parfois. Oui, on n'a pas le choix. Et donc, tous ces cours, vous avez commencé avec des cours, mais qui sont porteurs de messages, finalement. Parce que quand vous dites Sin Palabras, par exemple, qui rend hommage à une femme rifène, qui est sourde-muette et qui aide un subsaharien, un migrant subsaharien, vous avez eu le prix de l'équité pour la loi du silence. Donc, qu'est-ce qui vous a conduit au choix de ces thèmes ? Alors, moi, dans mon cinéma, en général, je m'amuse beaucoup. Des fois, je pars sur des thématiques un peu plus légères, puis je varie. Alors, d'abord, en 2010, il y avait énormément, c'était une année noire dans le détroit de Gibraltar, il y avait beaucoup de morts de migrants. Malheureusement, ça continue encore aujourd'hui. Et cette année-là, ça m'avait marqué, et j'ai voulu à la fois rendre hommage aux migrants subsahariens, pour qui le Maroc préparait d'ailleurs, soit dit en passant, une plateforme d'intégration qui est totalement réussie, il faut l'avouer, dans le monde arabe, et aujourd'hui, au Maroc peut en être fier, mais à l'époque, c'était encore embryonnaire, et donc je voulais rendre hommage à ces migrants subsahariens, et en même temps aux femmes. Effectivement, et j'ai conçu cette histoire-là. D'ailleurs, le film est passé partout. Il est passé sur France 3, il est passé dans une cinquantaine de festivals dans le monde. Mais c'était intéressant de voir comment, des fois, par le silence, parce que la femme était muette et c'était très fort de pourquoi le choix, justement, parce que, justement, alors, ils ne se parlaient pas la même langue et de toute façon, elle n'allait pas le comprendre. Et je me suis dit, finalement, le langage humain, l'humanité qu'on va puiser en nous, elle n'a pas besoin de mots. C'est le langage des signes qui est universel. Voilà. C'est le langage des signes, des fois il peut être universel, et ça s'est avéré. Elle a été incarnée par Raouia, mais divinement à l'époque. J'en avais les larmes aux yeux derrière mon moniteur, et je m'en souviens très bien, 13 ans plus tard aujourd'hui encore. Et donc votre premier long, c'est Les hommes ne reviennent jamais. Alors, les femmes non plus. Les femmes non plus, exactement. Alors, c'est quoi le pitch de ce film ? Sur quoi porte la thématique ? Je suis désolée, je ne l'ai pas vu. Donc, non, mais il n'y a pas de souci. Mais on en profite aussi pour le dire aux spectateurs. Non, en fait, c'est une immense confusion. C'est deux amis dans les années 60. Il y aura une manipulation entre eux deux, et il y aura une grosse confusion de leurs deux enfants. On ne saura pas s'ils sont frères ou pas. Ils vont essayer de mener l'enquête et, chemin faisant, découvrir énormément de failles émotionnelles sur deux générations, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et souvent, en fait, c'est un film qui questionne la masculinité, qui questionne la virilité. Donc, c'est un film d'hommes, mais c'est surtout un vrai film de femmes, parce que les femmes, elles sont dans l'ombre, mais elles sont très présentes dans le film. Et donc voilà, donc c'est une immense saga familiale qui est comme ça cascadée sur deux générations, et qui questionne énormément de questions essentielles à la masculinité, à la féminité. Justement, alors vous avez été un peu précurseur, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de masculinité toxique, masculinité positive. C'est vrai que c'est souvent revenu. Voilà, ces derniers temps on parle de ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? C'est quoi une masculinité positive, ou être masculin tout simplement ? On va toujours essayer de se positionner par rapport à quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, l'homme a subi, le masculin, enfin le mâle, a subi, le monde d'aujourd'hui a subi tellement de changements qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le modèle classique d'avant qu'on a connu a été bousculé, a été secoué. Et forcément, aujourd'hui, on va chercher d'autres cases, parce que la famille est plus petite, la femme travaille. Je veux dire, la société rurale d'avant ne l'est plus, la société s'est urbanisée et tout. Donc il y a une perte de repères, et forcément, aujourd'hui, on va aller essayer de se rassurer en se disant
ce n'est plus comme avant. Mais l'homme a besoin d'être rassuré, pas moi, hein, mais je parle en général, a besoin d'être rassuré, même si le monde a changé. Eh ben, même si le monde a changé, sachez que vous êtes encore des hommes. Donc, c'est des concepts pour rassurer un certain nombre de gens, mais je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de ça. Le monde change, il faut pouvoir l'accepter, je pense. Et aussi pouvoir montrer ses émotions, comme vous le dites si bien, parce qu'un homme... Ça, c'est un grand chantier pour les sociétés arabo-musulmanes. Bah oui, parce qu'on dit un homme, ça ne pleure pas, par exemple. Mais c'est que dans nos sociétés. Au nom de surtout. quoi Et parce que ça, c'est un vieil héritage idéologique et émotionnel qui a été transmis par les mères et par. Aujourd'hui, tout ça est questionné. Je pense qu'il est questionné. On est en train de changer littéralement. Et c'est important. Alors revenons à votre dernier film, qui était en salle il n'y a pas si longtemps. Il est sorti en janvier 2023. Tout à fait. Ça s'appelle Aldila. Oui. Donc je vais vous poser la question que tout le monde vous a posée. Pourquoi le choix de ce nom ? Vous dites que c'est un film poétique sur le lâcher-prise dans une société qui est oppressante, incarnée par donc deux personnages fabuleux, Marie Prenant et Mamoun, je crois. Tout à fait. Que je salue au passage. D'où les saluons également. Tout à fait. Et donc racontez-moi le pitch. Et au passage, j'ai adoré. Vraiment adoré la bande-son. Hein. La chanson m'est restée dans la tête. Si tu nous entends, voilà, parce que c'était son idée à elle. Et en fait, alors, Aldila, ça veut dire au-delà en italien. C'est un film à l'âme italienne, effectivement, mais ça je ne l'ai pas prévu au début. En écrivant le film avec Myriam, nous, on partageait déjà un certain nombre... Comment elle s'appelle, Myriam Falla. D'accord. On partageait déjà un certain nombre de chansons, juste comme ça, pour le plaisir. Et effectivement, on avait en commun cette passion pour la musique italienne, et parce qu'il y a une... En fait, moi, j'ai énormément d'admiration pour le cinéma italien des années 60. Alors ça... Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais je pense qu'il y a un esprit. C'était le Technicolor, c'était le début de la Libération, on sortait du noir et blanc, et puis il y avait un certain nombre d'icônes de l'époque, Alain Delon, etc., qui apparaissaient, qui avaient joué dans le cinéma italien. Il y avait Fellini, il y avait Bertolucci, etc. Donc tous ces réalisateurs-là qui arrivaient avec un nouveau cinéma qui, moi, m'a énormément façonné. Esthétiquement. Et puis il y avait une espèce d'insouciance, même quand on voit le cinéma de Godard qui est franco-suisse, mais qui s'est beaucoup inspiré du cinéma italien dans les années 60. Donc, en fait, en sortant du Covid, j'ai réalisé que les gens avaient besoin d'un cinéma, non pas de divertissement classique, mais de lâcher prise. Il y avait besoin de lâcher prise, en fait, déjà dans la vie quotidienne de ces gens. Au-delà. Et au-delà de tout. Alors, au-delà des conventions sociales, au-delà de la peur, au-delà des idées reçues. Et donc, cette idée d'au-delà, elle revient tout le long du film à plusieurs moments. Et la route étant le troisième personnage du film, donc on a Marie Prenant qui était formidable et Mamoun qui était génial aussi. C'était un plaisir de bosser avec eux deux. Et qui vont rouler tout le long du Maroc en parfait inconnu et qui vont apprendre à se connaître. Ou plutôt à se ressentir. Alors pourquoi Marie part finalement ? Qu'est-ce qui la pousse à lâcher prise et à partir ? Alors elle a quitté son mari parce que ça ne marchait pas et elle était enfermée dans un carcan qui ne lui ressemblait pas. Et en fait, elle a rencontré le personnage de Ali qui est un journaliste culturel, un énigmatique journaliste culturel qui s'avéra être beaucoup plus que ça parce qu'en creusant, c'est un film qui questionne également la confiance en soi pour les artistes, le syndrome de l'imposteur. Alors, le syndrome de l'imposteur, parce qu'on le voit, je ne vais pas faire le spoiler, mais on raconte ce syndrome qui est important, que beaucoup d'artistes connaissent, mais on en parle très peu, de perdre confiance en soi. Quand on arrive au sommet, on peut perdre confiance en soi. Et c'est quelque chose aussi que je questionne dans ce film, Aldila. Et puis la route, comme vous le vivez, vous, ce sentiment, parfois ? Alors, oui. Honnêtement, oui. Il y a des moments de doute. De doute, mais comme disait Camus, je ne suis riche que de mes doutes. Je pense que c'est aussi un signe d'humilité, jusqu'à une certaine limite, de pouvoir accepter un certain nombre de doutes, mais au bout d'un moment, il faut aller de l'avant. Mais accepter certains doutes, je pense que c'est aussi un signe de richesse et d'humilité. C'est un passage nécessaire parfois. Oui, douloureux des fois, mais nécessaire très souvent. Très souvent. Voilà. Et donc, alors, Aldila, il en est où, là, dans la vie ? Il va être rediffusé dans des salles ou bien dans sous d'autres formats ? Tout ça à la fois. Alors, on lui prépare. Il a fait une jolie sortie marocaine. On
le parc cinématographique marocain est ce qu'il est, on le sait, il se développe d'ailleurs après un creux de vague. On va lui refaire une autre sortie, on va essayer de le diffuser aussi dans le réseau des instituts français, etc., etc. Puis, à partir de là, les festivals. Alors, les festivals, il va à peine démarrer sa carrière en festival, donc Tanger, Marrakech, et puis à l'international, un peu partout. Vraiment partout. On va tout tenter. Hein. Venise, Sundance, Carthage, Ouagadougou et compagnie. Voilà, c'est un film politique. Et qu'est-ce que ça vous apporte c'est une forme de reconnaissance? Alors oui, et puis ça permet à... Tout à l'heure, on en parlait hors antenne. En fait, les gens qui vont voir dans un festival, au final, même si c'est de la niche, ils vont aller recascader ça autour d'eux. En fait, c'est des gens qui ont un fort pouvoir de transmission informative, émotionnelle. Et ces gens-là, je pense que, même si on a l'impression que dans l'amphithéâtre Louis Lumière de Cannes, il n'y a que 4000 personnes, et ces 4000 personnes ont une capacité d'aller cascader ça et d'irradier ces informations qui est absolument sublime, beaucoup plus que si c'était 4000 personnes lambda. Donc les festivals, c'est très important. Puis on va lui préparer également une sortie en France notamment, mais également dans tous les pays. Voilà. Et donc, votre prochain film, est-ce qu'il va tourner autour du fameux Covid? Parce que je sais que vous avez une expérience particulière au moment du confinement. Donc, racontez-nous un peu. J'ai eu une expérience particulière au moment du confinement et une autre par rapport à un scénario aussi, mais je pense que je vais le mettre en stand-by. Alors, nous, j'étais parti à l'époque en famille au sud de l'Espagne pour 5 jours, et puis les frontières se sont refermées. Une demi-heure avant notre retour, et on s'est retrouvés 5 mois. Je suis sûre que vous allez utiliser cette expérience pour en faire quelque chose. Mais j'ai déjà un scénario. Peut-être que là, c'est un petit peu prématuré parce qu'on n'en peut plus. Je pense que c'est trop récent et que les gens vont voir ça avec beaucoup plus de détachement dans quelques années, j'ai l'impression. Peut-être nos enfants. Ou nos enfants, peut-être pas. J'espère pouvoir, en tout cas, raconter ça. Mais j'ai déjà un scénario qui s'appelle Fandango, qui a été écrit. Fandango parce que c'est une danse de flamenco et que c'est une musique qui m'a énormément bercé pendant mes 5 mois de blocage et qui pourrait être le fil conducteur de ce film-là, oui. Alors, Athmane, vous qui êtes dans le cinéma, tout à l'heure dans mon introduction, je disais que l'art, le cinéma, la littérature peuvent jouer des rôles importants dans le changement des mentalités. Comment le cinéma peut être utilisé? Est-ce que c'est à travers le choix de ses protagonistes, ses acteurs, etc., à travers le choix de la thématique? Qu'est-ce qu'on fait pour transmettre ces valeurs? Parce que c'est important. Ça reste ludique, mais en même temps, on peut l'utiliser pour passer des messages. Le mot magique, c'est ce « en même temps » que vous venez de dire à l'instant même. Le « en même temps », parce que justement, les gens, ils vont pas forcément pour récupérer un message, ils vont d'abord pour se divertir, pour rêver, et finalement, le message, il passe quand même. Et c'est ça la spécificité de cet art-là par rapport à d'autres médias ou à la politique ou aux médias classiques, etc. C'est que les gens, ils vont pas forcément pour recevoir ce message, mais ils se retrouvent dedans. Et la magie du cinéma, c'est que, justement, on prend le spectateur. En fait, moi, il y a une métaphore que j'aime bien, c'est que je descends vers les gens, je leur donne la main, et après, je les tire vers le haut. Et non pas je reste en haut et je leur dis monter. Et non pas je descends et je reste qu'en bas. Non, je descends et je les tire. Et c'est ça l'idée. Il y a un côté didactique, quoi. Il y a un côté didactique, mais tout en restant dans la poésie. Parce que je pense aussi que le prisme classique, il existe partout. On a 1000 occasions de voir la vie par le prisme classique. Alors, je pense que le cinéma a le devoir d'avoir de proposer cette plus-value à son spectateur, à ses spectateurs. On a le devoir, parce que sinon, le spectateur, il t'en tient rigueur, il vient, il te dit, mais moi, pourquoi tu me montres que la réalité ? J'ai envie de rêver. On a envie un peu de rêver parce que la réalité, on sait qu'elle existe, on sait où la trouver. Donc après, chacun enrobe ça à sa manière. Moi, c'est plutôt un cinéma poétique, mais assumé. Il y a des gens qui vont faire du divertissement pur ou de l'action, etc., etc. Et d'ailleurs, au Maroc, moi, je pense que la multiplication des genres cinématographiques est un signe de bonne santé cinématographique. Il faut juste que le parc des salles suive. Mais la production, elle est tout à fait honorable par rapport au niveau de développement de notre pays. Oui, mais alors dans Aldila, justement, vous évoquez quand même des problématiques sociales. Peut-être c'est pas le fond c'est pas le propre du film, mais quand on choisit de montrer une personne comme Marie qui va partir finalement, quitter son foyer, son mari, reprendre sa vie en main, croiser
un homme, Un parfait inconnu. un parfait inconnu avec qui elle va tisser des liens qui sont amicaux. Inclassables, on va dire. Voilà. Volontairement inclassables. Voilà. Qui sont rien, justement, ni amoureux, ni amicaux, mais quelque chose d'assez hybride que j'ai laissé volontairement flou à ce moment-là. Humain, on va dire. Humain. Donc ça, c'est possible. C'est-à-dire aussi, on peut imaginer quand même dans une société d'avoir des relations qui sont amicales avec un homme ou qui ne sont pas de l'ordre de l'amour toujours. Tout à fait, c'est tout à fait possible. Je veux dire... Rien ne l'empêche, force est de constater que ça a été vu et revu plusieurs fois. Je veux dire, pourquoi ça devrait à tout prix entrer dans un cadre ? Et puis je pense que l'humain a besoin d'aimer et de plaire, c'est humain. Après, ça n'aboutit pas forcément à une relation amoureuse classique, mais il faut aussi accepter que l'humain a besoin d'aimer. Et c'est nécessaire d'aimer. Encore plus aujourd'hui. Aimer sans violence aussi. Ah ben j'espère bien. J'espère bien. Ouais. Ah ben j'espère bien, surtout pas. C'est après lorsque la violence et l'amour viennent se mélanger, il y a un problème d'éducation, il y a un problème d'éducation, je vois pas autre chose en fait. Il y a un problème d'éducation. Est-ce que vous êtes féministe, Asman Nasseri ? Qu'est-ce que veut dire féministe ? Oui, alors je vous laisse définir. Est-ce que vous avez regardé mes émissions ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors j'ai une place très particulière dans mon cœur pour l'émancipation de la femme. Ça, je pense que c'est un secret de polichinelle. Ceux qui me connaissent le savent. Ceux qui ne me connaissent pas le savent maintenant. Je pense que la femme a un tel retard d'émancipation à rattraper que quoi qu'on fasse, ce n'est pas encore suffisant. Bien sûr, je suis contre, on va dire, mettre de la rage là-dedans parce que c'est contre-productif. Du moins par rapport à quelqu'un comme moi. Vous êtes un féministe apaisé. Ouais, très joliment résumé. Voilà, je suis qu'un peu... Mais c'est quelque chose qui est important. Je pense qu'avec... Et d'ailleurs, dès lors qu'on est dans la confrontation, dans la polémique, ça devient contre-productif parce qu'on n'entend plus ce que nous dit l'autre. Donc, je pense que l'homme mâle, le mâle qui a géré une société patriarcale héritée de plusieurs siècles, a aujourd'hui... on a besoin de le rassurer. Pour laisser un peu plus de place, encore plus de place à la femme, et c'est toujours pas suffisant pour moi. Et qu'est-ce qui vous révolte, justement, ces inégalités qui sont autour de nous, que vous voyez ? Il y a des failles, même dans les codes, dans nos lois encore. Bien sûr, il y a énormément d'efforts qui ont été faits, mais quand je vois qu'il y a encore des soucis de polygamie, qu'il y a encore le mariage des mineurs, qu'il y a encore du viol conjugal, et tout ça... et que le viol conjugal n'est pas reconnu. Et toutes ces choses-là, je pense que... après, moi je vous dis, c'est une opinion impopulaire, mais je le dis sincèrement, le fait qu'il y ait des mécontents contre l'émancipation de la femme reste malgré tout un bon signe pour moi parce que le débat est provoqué. Tout à fait. Et je préfère encore qu'il y ait des mécontents et qu'on en parle plutôt qu'il y ait une espèce d'omerta et qui va derrière être accepté par tout le monde. Et ça, par contre, ça pourrait m'inquiéter. Non, bien sûr, le débat est important et c'est ce que nous sommes en train de faire parce qu'il faut introduire des brèches, discuter. Quitte à avoir des gens qui ne sont pas d'accord, qui s'expriment. Et d'ailleurs, que des gens montent au créneau, aujourd'hui pour dire les femmes sont trop libres, etc. Bon, certes, on n'est pas d'accord avec eux, mais je trouve que si les femmes n'étaient pas libres, ils ne seraient pas montés au créneau. Donc c'est quand même bon signe. C'est ça, en fait, ils reconnaissent en même temps une situation qui n'est pas... Ils contestent. Et maintenant, c'est à nous de pouvoir les rassurer sur le bien fondé de l'importance, de l'urgence de l'émancipation de la femme. Et comment alors on peut faire ? Via l'éducation, éducation, le changement des lois, cinéma, entre autres, éducation, changement des lois et pas de condescendance, je pense. Moi, à titre personnel, je m'en fous. Tu viens me dire liberté totale. Moi, j'ai aucun souci. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont très à cheval, qui ont été biberonnés, qui ont été bercés dans cette espèce de machisme patriarcal, etc. Et je pense qu'il est beaucoup plus productif de ne pas être arrogant et condescendant à leur égard pour pouvoir justement les amener à notre cause, je crois. L'héritage, par exemple, c'est quelque chose... Ah ouais, ça aussi, on en parle. Alors, l'héritage, moi, je suis pour le partage à égalité totalement entre les fratries. Je trouve que c'est hyper important. Et là encore, on a besoin
de pouvoir faire accepter cette idée-là, de la même manière que la polygamie, de la même manière que le mariage des mineurs, qui sur le papier, le texte paraît bien beau, mais malheureusement, elle fait encore défaut dans nos sociétés, de ressentir l'autre, de l'écouter, de lui accorder de l'importance, même dans les cercles intimes, même dans la vie privée. Et voilà. Et puis un homme, ça se retient. Un minimum. Ce n'est pas de la même quelqu'un- manière que tout le monde. Normalement, on est censé pouvoir partager quelque chose de manière équitable et non pas imposer. Donc, il me semble logique de pouvoir être dans ce partage. Et, Sinon, et pour qu'il y ait un plaisir aussi partagé. mais bien entendu, mais complètement. Sinon, on est dans l'unilatéral et dans l'égoïste absolu. Je veux dire, ça relève même du bon sens. Alors, Asmane, je vous pose ma dernière question, Oui. justement autour de Horatz, Oui. l'émission Horatz. Oui. Qu'est-ce que pour vous la liberté? Et pourquoi ce thème qui vous est cher, puisque vous l'utilisez pratiquement dans tous vos cours et vos longs métrages, c'est quelque chose qui revient souvent. Une quête éternelle. Je pense que c'est une quête éternelle qui prendra des formes régulièrement différentes selon nos contextes. Mais ce sera, je pense, le fil d'Ariane jusqu'au dernier souffle de nous tous. Après, elle prend des formes différentes. C'est marrant parce que j'en parlais avec des amis il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a des gens pour qui la liberté, aujourd'hui, c'est se marier. D'autres pour qui c'est ne plus être là. Et d'autres pour qui c'est mourir. Il y a des gens pour qui c'est revivre. Et finalement, cette quête de liberté, elle va prendre des formes différentes selon les vécus, selon les phases, selon les personnes. Mais je pense qu'elle est le moteur de littéralement chaque être humain sur Terre, je crois. En tout cas, Asmane Nasseri, c'est joliment dit. Et je vous remercie pour votre participation. Merci, c'est un plaisir. Merci à vous pour vos questions pertinentes. Pour cette définition, parce que moi, ça m'enrichit. Je la pose à chaque fois et à chaque fois, j'ai des réponses. Des réponses fascinantes, j'imagine. Oui, enfin des réponses, en tout cas, qui enrichissent le débat. Très joli. Toutes les questions étaient vraiment très pertinentes. Merci. Merci. En tout cas, Asmane Nasseri, je rappelle que vous êtes réalisateur et que votre dernier film est en train de suivre sa route, Aldila. Sa promotion. Voilà, on va le retrouver dans des festivals, probablement peut-être aussi sur Netflix. Tout à fait. Donc, sur les télévisions au Maroc aussi également. Voilà, pour qu'il puisse avoir une deuxième vie. Et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de succès pour vos prochains longs métrages et tout le travail que vous faites autour du cinéma. Je vous remercie infiniment, c'est un plaisir. Merci encore. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Bonne continuation des programmes sur M24.